Début de journée se passe bien. Difficile de demander mieux sur le plan météo. Avec du soleil aujourd'hui, un genre de 25 degrés. Si on veut ambitionner, on pourrait même mentionner l'humidex autour de 27-28 aujourd'hui. Donc, c'est presque estival. Ça se prend très, très bien. Très heureux d'avoir en studio nos amis de FAB, la fabrique culturelle. On a Marie-Claude Leclerc qui est coordonnatrice régionale. Salut Marie-Claude, comment ça va ce matin? Ça va bien. Écoute, une petite nouveauté, c'est le fun de débuter cette nouvelle saison de chronique avec toi. Je suis très heureux également en compagnie d'Elisabeth Laure qui est technicienne de production également pour la fabrique culturelle. Salut Elisabeth, comment ça va? Un bon matin, ça va bien et toi? Ben oui, ça va bien. Elisabeth, qu'on entend également à l'animation d'Hôtel Poésie sur les ondes de CKIA 88.3. C'était ta première en fin de semaine? Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai eu une rencontre avec Juliette Bernatchez, qui est une poète de Québec, qui était extraordinaire. Ah, c'est génial. On écoute donc Hôtel Poésie sur les ondes de CKIA 88.3. La FAB, Fabrique culturelle. Marie-Claude, je commencerai peut-être. Là, maintenant, c'est FAB tout court. C'est-tu comme ça qu'il faut qu'on l'appelle? Là? Exactement. En fait, il y aura une toute nouvelle image qui va sortir là, bientôt dans quelques mois. Mais maintenant, avec, on vous expliquera un peu plus là, où est-ce que ça s'en va. FAB, on continue en culture, bien entendu, mais on élargit, disons, nos horizons là, pour couvrir un petit peu plus large sur le territoire. Puis toujours parler, en fait, on fait toujours ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire voir les gens, prendre le temps, puis écouter ce qu'ils ont à nous dire, découvrir ce qu'ils font sur leur portion de terrain du Québec, d'une certaine façon. Donc, ça reste les mêmes personnes aussi, c'est les mêmes équipes. Donc, toujours heureux d'aller chercher ça pour vous, de prendre le temps, en fait, puis d'occuper ce territoire-là pour tout le monde. C'est un peu ça la mission, justement, de FAB, quand on compare avec les autres grands médias de masse et ce qu'ils font. Un peu comme CKIA, on a des mandats qui sont un peu différents. Donc, pour FAB, c'est un peu ça, c'est de mettre les projecteurs à des endroits où, normalement, il y en a un peu moins. C'est un peu ça? Ben oui, en fait, c'est d'avoir des pôles sur le territoire du Québec, de couvrir l'ensemble des régions administratives. Parce que, bon, ici, moi, je couvre avec mes collègues la capitale nationale Chaudière-Appalaches, mais mes collègues ont 2, voire 3 régions administratives à couvrir. Donc, ils font beaucoup de kilométrage pour se rendre parfois dans le fin fond d'un lieu obscur, rencontrer des gens qui font des choses extraordinaires. Et puis ces gens-là, ben on le sait, hein, il y a de moins en moins de journalistes sur le terrain. C'est un fait. Ça coûte cher, hein, occuper le terrain, le territoire. Donc, malheureusement, mais souvent, ces gens-là n'ont plus de voix parce qu'on n'est pas là pour les entendre. Donc, on est content d'être encore là. Puis, on n'est pas en mode actualité, hein, les médias comme vous, et c'est bien. En fait, il en faut de l'actualité. Mais je pense qu'il faut aussi ce type de reportage qu'on fait là, où on permet aux gens de prendre leur temps. Souvent aussi, des fois, ça permet d'avoir des gens qui autrement n'en feraient pas d'entrevue parce qu'ils sont mal à l'aise, parce qu'il faut prendre le temps de les mettre à l'aise. Puis quand on est en mode actualité, il faut être très vite, on prend les réponses rapidement. Donc, c'est un peu ça, notre travail. C'est un grand privilège, en fait, parce on nous ouvre les portes de leur intimité tout le temps, des lieux, de leur atelier. Et c'est un travail qui vient avec moi, tu sais, les pressions, la deadline, la grosse affaire, tu sais, avoir le temps de bien faire les choses. Tout à fait. Toi, Elisabeth, comme technicienne de production, on se doute un peu, mais grosso modo, ton travail, c'est-tu toi qui capte les vidéos? Ça ressemble à quoi? Non, en fait, on a un collègue qui s'appelle Xavier qui, lui, va faire la caméra, le montage, la réalisation et tout ça. On est des équipes quand même restreintes, là. Donc, on finit par faire un peu de tout. Mais de mon côté, je vais m'occuper surtout des droits d'auteur, de m'assurer que tout ça, c'est respecté, de la rédaction des contrats et tout ça, puis aussi de tout ce qui est portion pour prendre la vidéo et la mettre en ligne, donc pour l'espèce de mise en marché de tout ça après. Parce qu'il y a déjà beaucoup de belles capsules documentaires qui sont disponibles. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qu'on présente ce matin. Exact. On commence, Marie-Claude, avec une capsule qui s'appelle « Ange gardien des pianos publics ». Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'en fait, depuis cette année, depuis la nouvelle saison, la rentrée, il y a une émission qui s'appelle Piano public qui a été mise en ondes. Cette émission-là, qui est animée par Grégory Charles et Viviane Audet, en fait, c'est une espèce de concours. Ils sillonnent l'ensemble du Québec. Ils vont dans des endroits où il y a des pianos publics et ils font jouer des pianistes, en fait, amateurs, mais il y en a qui ont une formation et tout ça. Puis c'est d'aller chercher la personne qui est, mon Dieu, qui dégage le plus, dont la prestation, à quelque part, va toucher le public plus largement.
Et donc, derrière tout ça, ils ont fait appel à ceux qui sont, en quelque sorte, les instigateurs des pianos publics au Québec, parce que c'est un mouvement qui a commencé par un artiste au Royaume-Uni, qui est Luke Jerram. Et ça a été amené par l'ancien maire du plateau Mont-Royal, qui est Luc Ferrandez, qui a fait, écoutez, j'ai vu ça, moi, là-bas, c'est super intéressant. Ça serait le fun qu'on essaie de mettre ça en place. Et donc, nos deux protagonistes, qui sont Julien Leblanc et Richard Leblond, c'est père et fils qui qui accordent ces pianos-là, qui en prennent soin, qui les dénichent aussi pour les parsemer à travers la ville. Donc, c'est grâce à eux que ça a commencé lentement avec 3 petits pianos. Et puis après ça, ils ont approché les autres arrondissements pour voir, seriez-vous intéressés? Et puis ça fait des petits comme ça un peu partout dans la ville. Peut-être qu'on peut écouter un petit extrait de leur part là, sur l'importance, en fait, comment ces pianos-là ont eu un impact sur leur propre regard sur les personnes itinérantes. De donner des petits cours de piano aux itinérants. Et puis, parce que je lui disais, le piano est dans la rue, pareil comme vous autres. C'est beau cette phrase-là, le piano est dans la rue comme vous autres. Je trouve que c'est un bel extrait, bon évidemment qui bug en ce moment. On va pas comme si c'était voulu cette histoire-là. Il y en a tout un piano ici, évidemment, au Parvis. À Saint-Roch. Y es-tu dans cette capsule-là, dans cette capsule vidéo? Je pense qu'ils doivent venir à Québec, mais je ne sais pas à quel moment exactement, là? Ou à quel moment sont venus, si c'est le cas là. C'est ça, exactement. Il y en a un à Limoilou aussi, piano. Effectivement. Et moi, à chaque fois, je suis, pour utiliser un terme latin, là, flabbergasté, de voir à quel point il y a des gens talentueux qui arrivent là, ils jouent quelque chose, tu as des frissons, tu es comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis souvent, c'est des gens qui n'ont pas l'air de ça. Là. Ils n'ont pas l'air de quelqu'un qui s'en va à l'entrée des artistes du petit Champlain, là, on s'entend. Donc, Ange gardien des pianos publics, ça, c'est déjà disponible. Oui, on voulait mettre le regard sur justement ces personnes-là qui sont derrière cette initiative-là et qui font qu'aujourd'hui, on a cette émission-là. Ouais. Mais une petite anecdote, là, en fait, si on veut faire un clin d'œil, et il nous raconte l'histoire d'une dame, en fait, à quel point, finalement, ces pianos-là ont changé la vie de bien des gens. Il y a une dame dans un des quartiers de Montréal qui, tous les soirs, se rendait au piano public l'été pour faire son petit récital. Et les gens l'attendaient pour écouter ça tous les soirs. Et puis, un soir, elle vient pas. Non. Les gens s'inquiètent. Et puis, ils décident d'aller voir chez elle. Et puis, ils la retrouvent par terre. Elle était tombée. Mais ils ont eu le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont eu le temps donc d'appeler l'ambulance et tout ça. Elle a été sauvée. Oui, elle a été sauvée. Mais tout ça pour dire que, finalement, les pianos, ils contribuent aussi d'une certaine façon à recréer un tissu social qu'on a laissé s'effriter d'une certaine... c'est magnifique. Malheureusement. Donc, une belle capsule. Allez voir. Ils sont super beaux. Ils font tout ça en famille. Là. C'est pas juste... le père, le fils, là, il y a les enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, tout le monde raccorde les pianos. En passant, là, quand on parle, tu sais, un piano, là, ça se trouve pas partout. Là. T'es pas comme, j'en ai un dans ma poche. Et 2, le déplacer. Juste le déplacer. Fait que, tu sais, imaginez à quel point ça doit être la logistique, du poids, du jeu de bras, du tout. Parce que c'est pas des flûtes à bec. T'sais, ça serait plus facile en distribuer. Plus désagréable aussi, mais ce que je veux dire, c'est que, blague à part, le piano en tant que tel est immense, donc représente une difficulté et ils le font si bien. Et ça a un impact absolument magnifique. Donc, Ange gardien des pianos publics, c'est disponible. Élisabeth, il y a également une capsule du photographe Charles-Frédéric Ouellette. Et oui, Charles-Frédéric Ouellette, c'est un photographe documentaire, mais il va vraiment s'inscrire aussi à mi-chemin entre la création artistique parce que il y a l'œil. Charles, s'il y a quelque chose... C'est un poète dans l'âme, là, parce que pour faire des images aussi magnifiques, c'est pas juste un regard journalistique, ça va au-delà. Non, c'est ça, au-delà de ça. Et il y a vraiment une approche qui est très immersive. Donc, on l'a vu, entre autres, en Ukraine. Donc, il est allé dans la zone de guerre avec les soldats. On le voit vraiment en action. On le voit dans la capsule qui est vraiment... Il ne peut pas être plus proche que ça du combat, là. Et il se déplace, bien sûr. Il a fait... on a pu voir ses créations aussi dans Le Devoir, là. Il fait des photoreportages. En 2024, il a reçu le World Press Photo pour la région... c'est drôle de dire ça comme ça. Amérique du Nord et centrale. Donc, c'est quand même une c'est une grosse région. Oui, c'est ça.
Et en fait, c'est à l'été des 2023. Il y a eu des gros feux au Canada. Oui. Et lui s'est dit, moi, je vais aller combattre les feux. Il a combattu les feux et il a pris des photos en même temps, ce qui a fait qu'il a gagné le WordPress Photo. Donc, une approche immersive qui est comme un petit peu plus que la moyenne des ours, on va dire ça comme ça. Mais il faut dire aussi qu'il est pompier volontaire récurrent, là, parce que nous, quand on travaillait avec lui, il nous disait, ben là, je retourne. Il dit, c'est la saison. Oui, c'est la saison des feux. C'est la saison des feux. Wow. Comme la saison des bleuets. Ouais. Fait qu'il y a des images de son expérience là-bas qui sont vraiment à l'interne, si on veut. Oui, à l'interne. Puis, lui, il s'inspire vraiment beaucoup des éléments. Donc, le feu, le vent. Il est allé sur des bateaux de pêche. Ça avait l'air, pour moi, un méchant cauchemar parce que j'ai peur de l'eau. Donc, c'est pas la place où est-ce que j'aimerais être. Et en Ukraine, surtout, il a essayé de prendre des photos qui vont plutôt évoquer ce qui se passe sans vraiment montrer un désastre. Et c'est ça qui est poignant parce qu'il va aller chercher le petit détail qui fait qu'on comprend qu'il est en zone de guerre présentement, mais c'est extrêmement touchant. Et là, on a la chance de le voir dans 2 expos à Québec présentement. Donc, garochez-vous, s'il vous plaît. Il présente depuis la semaine dernière Ligne de foudre chez Chiguet Art Contemporain, donc sur Saint-Vallier, tout à côté. Et il y a aussi Alta, un souffle dans le réel, qui est à la Maison des Jésuites. Ça, c'est proche de la promenade de Champlain, dans ce coin-là. Et c'est jusqu'au 30 novembre. Donc, écoutons Charles nous parler. Il y a une grande partie de ma photographie, je pense, qui prend naissance dans la rue. Peut-être parce que je viens aussi de l'univers du skate. Étant plus jeune, j'ai appris à interpréter différemment l'espace public. Je fais des images au quotidien, ou presque. Quand même le genre de personne qui n'a pas besoin d'avoir un sujet pour photographier. Le paysage social, pour moi, est tellement riche. Des fois, c'est quelque chose qui m'embête, que je ne réussis pas à saisir dans le décor, mais je fais l'image, puis après ça, j'y réfléchis. Je sais qu'elle n'est pas finale, mais il y a une idée à l'intérieur de ça qu'il faut que je travaille. Donc, le photographe Charles-Frédéric Ouellette avec une superbe capsule. C'est vraiment beau. Déjà, on voit les images, ça donne envie d'aller regarder la totalité de cette capsule-là. Elle est donc déjà disponible. Marie-Claude, il y a également une capsule sur Jacques Sanson. C'est un sculpteur, Jacques Sanson? C'est un sculpteur bien connu à Québec. En fait, ça fait longtemps qu'il œuvre et qui dissémine ses œuvres aussi un peu partout parce qu'il fait des œuvres 1%. Personnellement, j'ai rencontré Jacques avec ses œuvres toutou. C'est des œuvres qui étaient faites au crochet et puis qu'on pouvait adopter, en fait, et ramener à la maison et manipuler, là, vraiment. Ça fait... À l'époque, tout le monde avait son œuvre toutou chez lui. C'était un incontournable. Toujours est-il que Jacques Sanson, il est aussi technicien à l'Université Laval. Il aide à former, en fait, toutes les nouvelles cohortes de créateurs, de créatrices qui sont là. C'est un travail qui le nourrit énormément parce que ça lui permet de toujours remettre en question ce qu'il fait. Donc, Jacques travaille la sculpture. Il s'inspire beaucoup de tout ce qui est plantes, arbres, tout ce qui est organique, mais aussi, il aime... c'est fascinant parce qu'il aime autant ce qui est le petit, en fait, le monde des plantes et tout ça, mais le plus vaste, donc l'univers, les trous noirs et tout ça, c'est l'ensemble des inspirations qui vont guider son travail. Puis on a cette tension-là aussi exactement dans son travail. Comme je disais, il y avait ses œuvres toutou en tricot qui sont toutes fluffy, légères. Et en même temps, il fait des œuvres monumentales en métal, en structure, qui ont de l'air à la fois solides, mais molles, et qui invitent toujours à la manipulation, à venir jouer avec l'œuvre, avec de la lumière ou autre, pour recréer autre chose. Parce que pour lui, il y a ce rapport-là ludique qui doit être mis de l'avant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aussi, il fait des œuvres 1%. Ce rapport-là de pouvoir être proche du public, pour lui, c'est important. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on l'entende parce que je vous ai choisi un petit extrait sur les œuvres 1%.
L'art public, c'est vraiment la première porte d'entrée parce que tu peux te promener dans un parc et voir de l'art public. Quand tu vas à l'école, tu vas voir de l'art public. Quand tu vas à la bibliothèque, tu vois de l'art public. Donc après ça, une fois que tu es en contact avec l'art public, c'est un petit pas à faire pour aller dans les musées, aller dans les galeries, s'intéresser à ce mode d'expression-là, voir ce qui est intéressant dans ce mode d'expression-là, qui sort des autres modes d'expression. Donc je trouve que l'art public est vraiment important. Quand on parle des œuvres 1%, Marie-Claude, c'est quand il y a un gros projet public, puis là, il y a 1% du montant qui doit être donné pour Exactement, une œuvre, qui est offert pour avoir une œuvre à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, ce qui contribue d'une certaine façon à cette accessibilité-là à l'art. Là, on en voit beaucoup, il y en a un peu partout des œuvres, là. Puis c'est souvent, tout comme l'architecture, en fait, le premier contact qu'on peut avoir, peu importe en fait, si on a de l'argent ou on n'a pas d'argent, c'est accessible à tous. Donc, il y a ça qui est inspirant puis qui fait qu'on a le goût aussi de retourner dans ces lieux-là. Quand on prend le temps, on le voit avec l'ensemble du réseau des bibliothèques au niveau d'architectural qui a été refait. Puis les œuvres aussi qui sont la bibliothèque Gabriel Leroy tout récemment et puis les œuvres qui ont été mises à l'intérieur, il y a quelque chose d'inspirant. Quand c'est beau, on a envie de l'habiter, on a envie d'y être. Donc, je pense que tout comme lui, c'est vraiment, vraiment important. Donc, Jacques Sanson, Sculpture sensible est une capsule. Et en terminant, Elisabeth, parce que le temps file, mais on termine en musique avec Chant de l'espérance par Momo. Oui, Momo. Donc, notre collègue Julien, je vais le dire comme il faut, s'est payé la traite une petite session filmée entièrement ou presque en drone au festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie. Donc, Chant de l'espérance avec Momo. C'est ça. Tanné de voir qu'on se divise. Ça fait trop longtemps qu'on répète nos bêtises, qu'on se hait, qu'on se méprise, qu'on valorise ceux qui partent, ces pocules qui séparent, qui insultent et qui brisent notre rêve d'être unis depuis tant d'années. Faut qu'on le réalise à un moment donné. Je vous avise, j'ai tellement d'espoir que j'augmente la mise en ligne jusqu'à ce qu'on y arrive. Si je suis ici, c'est pour répandre la flamme, pas pour le money, pour le fake ou le fame. La mission m'a choisi, rassembler les âmes dans un monde d'un plein homme. C'est mon propre game, mes propres 8h31. C'était donc Momo, Chant de l'espérance. Merci à Elisabeth Laure, technicienne de production, Marie-Claude Leclerc, coordonnatrice régionale, toutes deux pour la Fabrique culturelle. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir. Merci pour votre temps. Plaisir partagé. C'est ça que j'allais dire. Bonne rentrée tout le monde. Salut, à dans 2 semaines. On s'arrête quelques instants. Vous écoutez Québec Réveil. Le samedi 20 septembre, c'est la grande rentrée.